Oui, donc bonjour et bienvenue à tous. Donc, je me présente, je suis Bruno Doussambe. Je suis le fondateur dirigeant de la société Synertic et donc aujourd'hui, on va vous parler d'applications mobiles et notamment le fait de pouvoir créer des applications mobiles très simplement en quelques clics avec la solution Shaper que nous avons conçue. Alors, au préalable, quelques mots sur Synertic. Donc, nous sommes créateurs d'applications mobiles depuis 2010 et suivant en fait deux approches. Une approche on va dire sur mesure, en mode projet, pour répondre à un cahier des charges, un appel d'offres qui va pouvoir être réalisé. Et également aussi de créer des applications mobiles qu'on appelle prêtes à publier avec la solution Shaper, qui va donc permettre de créer, de gérer des applications mobiles très rapidement, sans connaissance en programmation et à des coûts très abordables. C'est en fait une solution que nous avons mise à disposition depuis 2017. Alors parmi nos clients, nos références, nous avons donc réalisé plus de 150 applications sur mesure, hein, des applications spécifiques pour divers types de clients. Et à ce jour, on a également plus de 110 applications réalisées par Shaper. Alors ça va aussi bien, je dirais, de la start-up, de la petite PME, du commerce, mais également de PME plus importantes ou même de grands comptes, parce que parmi nos clients, nous avons EDF, Enedis, Essilor, STMicro, qui utilisent, ou en tout cas qui nous ont demandé de réaliser pour eux une application mobile. Alors je ne vais pas m'attarder à vous présenter quelques chiffres pour vous démontrer l'importance de l'écosystème du mobile. Hein. Si vous êtes présent dans ce webinaire, c'est que vous connaissez effectivement cette importance-là. Je vais plutôt m'attarder sur des chiffres liés au comportement des mobinautes, et notamment en France, puisque ce qui est important de savoir, c'est que, et c'est peut-être vraisemblablement le cas de tout le monde, on a en moyenne plus de 50 interactions avec son smartphone tous les jours pour consulter diverses choses, des applications, des informations ou autres, des pushs qu'on peut recevoir. Le temps qu'on y passe en France, c'est en moyenne 2,3 heures par jour, sachant que la moyenne mondiale est de 3,7 heures. Chose aussi intéressante, c'est que plus de 9 mobinautes sur 10 en France garde son téléphone à côté de soi, en permanence, même la nuit. Et donc, ce qui fait que le mobile reste allumé en général plus de 18 heures par jour. Et la notion de l'addiction, hein, puisque aujourd'hui, plus de 50% des utilisateurs de mobile, de smartphone, ont du mal de s'en passer, plus de 24 heures. Ce qu'on appelle en fait la nomophobie, hein, le no mobile phobia, cette addiction qui représente à peu près 50% des utilisateurs. En termes de profil, ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, outre le fait qu'on est déjà 42 millions à utiliser un mobile, ce qui représente 75% de la population française en charge d'avoir un mobile, hein, sachant que, en général, l'âge moyen du premier smartphone, c'est 11 ans. Donc, on peut considérer qu'avant, il n'y a pas de population de mobinautes. Et on considère qu'il y aura à peu près 90% des mobinautes français des Français qui auront un mobinaute d'ici 2 ans. La répartition homme-femme est relativement bien répartie. Ce qui est intéressant pour casser un peu des idées reçues, c'est qu'en définitive, quand on analyse les segments ou les tranches d'âge, on voit que les choses sont relativement bien réparties, puisqu'on est à peu près à 10% sur la tranche 11-15 ans et puis 65 ans et plus. Et puis les 4 autres décades, je dirais, sont relativement bien répartis, autour de 20-25% sur les différents segments d'âge. Et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément les plus jeunes qui utilisent le mobile, c'est relativement tout le monde. En analyse comportementale, on s'aperçoit que le fait d'avoir une application mobile sur son smartphone, pour une entreprise, pour une organisation, hein, quelle qu'elle soit, c'est le fait d'être dans la poche de l'ensemble de ses utilisateurs, de pouvoir être accessible tout le temps, n'importe où, avec une capacité très intéressante, c'est de contextualiser, je dirais, l'information. C'est-à-dire qu'on va pouvoir présenter à travers une application mobile des informations en fonction de où je suis, de qui je suis, de ce que je fais. Et c'est vraiment quelque chose de très important lorsqu'on veut concevoir une application, c'est vraiment de pouvoir adresser les bonnes informations ou les bonnes fonctionnalités en fonction des utilisateurs.
ce qui va nous permettre de faciliter, de simplifier la vie des utilisateurs. C'est en tout cas l'objectif numéro 1 lorsqu'effectivement on veut mettre à disposition une application mobile. Autre élément intéressant d'un smartphone, c'est qu'il dispose de capacités technologiques bien particulières qu'on ne retrouve pas sur un ordinateur, même un ordinateur portable, ou en tout cas moins. C'est par exemple le fait de pouvoir recevoir des notifications push, c'est-à-dire de pouvoir envoyer de l'information, des alertes, et même si l'application mobile n'est pas en cours d'exécution. Ça va être également cette capacité de géolocaliser grâce au GPS, donc de pouvoir avoir des informations géolocalisées de proximité, de pouvoir lancer des recherches d'itinéraires. Ça va être également de pouvoir utiliser, grâce à son doigt ou avec un stylet, par exemple, une signature numérisée, mais ça pourrait être aussi de réaliser des schémas, des dessins. Ça va consister aussi, grâce à la caméra, de pouvoir scanner des codes, ça peut être des QR codes ou des codes barres pour récupérer l'information et lancer des actions particulières à travers son application mobile. C'est également le fait d'utiliser ce qu'on appelle des beacons ou du geofencing. Alors, c'est moins connu. Alors, les beacons, c'est quoi? En fait, c'est une petite balise que j'ai ici. Voilà, c'est tout petit. En fait, ça émet un signal Bluetooth qui va donc, je dirais, rayonner autour de cette balise. Et le fait effectivement d'arriver avec un téléphone mobile dans cette zone d'émission, on va détecter effectivement cette balise et pouvoir déclencher une action. Alors ça peut être par exemple le fait je suis dans un magasin, j'arrive dans un rayon, je dis n'importe quoi, le rayon gastronomie, je vais pouvoir bénéficier en arrivant sur ce rayon d'une notification push ou en tout cas d'un message qui va me permettre de profiter d'une promotion. De la même façon, je suis dans un musée avec une application mobile. Si je mets effectivement cette balise Bluetooth derrière une œuvre, une sculpture par exemple, le fait de m'approcher de cette sculpture va être détecté par mon téléphone, par mon application mobile et va me positionner directement sur les explications, les informations liées à cette œuvre, sans pour autant que je fasse des manipulations pour accéder à cette page. Ça, c'est la partie beacon. Les geofencing, c'est la même chose, sauf que on va remplacer la petite balise matérielle Bluetooth par un point GPS. Et son rayon d'émission, ça sera en fait un rayon géographique. Et donc, j'aurai la même capacité de déclencher une action lorsque, avec mon téléphone et mon application, je rentre dans cette zone. Autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le mode déconnecté, c'est-à-dire en fait de pouvoir continuer d'utiliser mon application mobile, éventuellement en mode dégradé, même si je n'ai pas de connectivité. Si je suis au 5e étage en sous-sol d'un parking, ou dans une zone où il n'y a pas de connectivité Internet, je vais quand même pouvoir, par exemple, assurer un certain nombre d'actions qui seront ensuite envoyées sur le serveur. Autre possibilité, c'est d'avoir une communication, une interaction avec des objets connectés. Alors, ça peut être effectivement une montre, mais ça peut être tout un tas d'objets qui, vraisemblablement, demain, vont être vraiment dans un environnement permanent autour de nous. Bien entendu, aujourd'hui, le mobile et ses applications, ce sont aussi des moyens de paiement. Ça peut être par exemple pour de la billetterie ou pour payer un service ou un produit. Et puis, une des fonctionnalités ici également qui peut être intéressante, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est-à-dire que c'est de profiter en fait de filmer grâce à la caméra une scène réelle et donc de pouvoir superposer des informations, par exemple pour indiquer les noms des massifs si je suis en train de filmer une chaîne montagneuse, ou tout simplement d'apporter des animations pour faire par exemple un petit jeu. Quand on analyse effectivement l'utilisation du smartphone, on s'aperçoit que c'est majoritairement des applications mobiles qui vont être utilisées sur son smartphone. Pardon. On peut l'utiliser également pour pouvoir consulter des sites web. Mais en fait, lorsqu'on regarde effectivement la durée d'utilisation moyenne d'une session, on s'aperçoit qu'on est à plus de 5 minutes de session par jour lorsqu'il s'agit d'une application mobile. Et on est à peu près à moins d'1 minute lorsqu'il s'agit d'un site web. Et en moyenne, on s'aperçoit qu'on a à peu près 35 applications sur son téléphone mobile. Ça va un peu plus loin quand on utilise un smartphone de type iPhone, où là, on est plutôt à 55. En fait, ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on va utiliser le smartphone majoritairement pour de l'application mobile et non pas du site web.
Et effectivement, quand on prend le temps un petit peu d'analyser ce qu'il y a entre un site web et une application mobile, parce que c'est souvent en fait une question qu'on nous pose. En gros, j'ai un site web, pourquoi j'aurais besoin d'une application mobile, ou vice-versa. Ou tout simplement dire j'ai un site web et je veux faire une application mobile qui est en gros l'image ou la réplication de mon site web. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'un et l'autre ont deux usages, ou en tout cas deux objectifs qui sont quand même différents et donc complémentaires. L'un ne doit pas remplacer l'autre et l'un ne doit pas être, je dirais, la duplication, la copie conforme de l'autre. Alors, quand on analyse effectivement la partie site web, on s'aperçoit que on va plutôt utiliser un site web pour de la consultation dit paisible, on va dire plutôt passif, où on est sur des durées longues. Donc, on va l'utiliser à domicile, par exemple, ou au travail. On va utiliser surtout pour faire de la recherche d'informations, pour faire retrouver du détail, en fait, de l'information précise, à travers de la notoriété ou même de la visibilité par les moteurs de recherche. Sur une application mobile, en fait, l'usage est un petit peu différent. On va plutôt être sur un support dit de l'instantané, c'est-à-dire de la courte durée, mais tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'on va le consulter dans tous les lieux, bien sûr en domicile, au travail, mais dans les transports, les salles d'attente. C'est notamment au moment où effectivement où on a entre guillemets rien à faire qu'on va utiliser souvent le mobile parce que ça va nous faire passer du temps ou parce que à un moment précis, j'ai besoin d'une information et je vais pouvoir la trouver directement. En plus, grâce notamment à ces capacités de géolocalisation, de caméra, de prise de photos ou autre, on va être plutôt dans l'interactivité avec la proximité, notamment avec les beacons. On va utiliser ces fonctionnalités spécifiques que l'on a vues tout à l'heure. Et ça va être un réel moyen de pouvoir aussi bien accéder que de produire de l'information n'importe où, donc là où on est, au moment où on en a besoin, et puis n'importe quand. Ce qui fait que si je devais schématiser un petit peu sur les usages, un site web, on va plutôt l'utiliser si on fait du business pour faire de la prospection, c'est-à-dire en fait rechercher un client, alors qu'une application mobile, ça va être plutôt dans la fidélisation et l'engagement. Si je prends un exemple, je suis à un endroit un petit peu que je ne connais pas, je veux rechercher un restaurant, je vais plutôt utiliser les moteurs de recherche et consulter le site web pour choisir quel restaurant je vais choisir pour dans 2 jours, dans 3 jours, après le confinement bien entendu. Une fois que je serai allé dans ce restaurant, donc j'aurai utilisé le site web, je vais effectivement, si je suis satisfait du service et de la prestation, mais en fait, on va me proposer de télécharger l'application. Et donc là, je vais rentrer plutôt dans un mode de fidélisation. Et donc l'application va surtout m'inciter à revenir à travers effectivement le fait de m'envoyer de l'information, de me proposer des services qui vont m'intéresser dans le cadre de cette fidélisation. Alors en termes d'application mobile, s'il fallait effectivement parler je dirais, de levier de croissance pour les organisations, on peut parler de trois leviers. Le premier, c'est de pouvoir générer des revenus directement ou indirectement. Et là, on va s'appuyer effectivement sur l'engagement et sur la fidélisation. Alors, si je reprends un exemple de mon restaurant, on a un petit restaurant pas loin de là où on est, qui est dans une zone d'activité. Donc, c'est un restaurant plutôt qui travaille le midi à travers effectivement les entreprises qu'il y a autour. Il s'est doté d'une application mobile, notamment avec Shaper. Et en fait, bon, outre le fait qu'effectivement, il a sa carte qui fait la promotion de ses services, il envoie tous les matins son plat du jour. Vers les 10h, 11h, il envoie effectivement, ben aujourd'hui, le plat du jour, c'est par exemple lasagne maison. Et ce qui fait que même nous, hein, quand on n'a pas forcément prévu d'aller au restaurant, quand on reçoit cette notification, ben, ça nous dit, ah ben, ce matin, enfin ce midi, je mangerai bien des lasagnes. Donc ça va m'inciter, ça va m'engager effectivement à aller vers ce restaurant. Pour peu qu'effectivement on soit plusieurs, on se met d'accord, et puis on va aller à 4, 5, 6 à ce restaurant. En fait, la notification push va nous permettre, en cliquant dessus aussi, de faire la réservation. C'est-à-dire que grâce à ce mécanisme-là, ça nous a incité et ça nous a permis aussi de passer à l'action immédiatement pour réserver. Pour info, en fait, ce restaurant a augmenté de 15% ses réservations. Deuxième aspect, c'est d'améliorer la relation ou le parcours client ou le parcours des usagers. Donc là, en fait, c'est d'apporter un certain nombre de services, ou en tout cas de la facilitation par rapport aux utilisateurs, par rapport aux clients en définitive. Et là, je peux prendre l'exemple d'un
d'un commerçant de centre-ville qui va proposer un service de click and collect, c'est-à-dire que plutôt que les gens viennent en magasin et attendent leur tour pour être servis, ils vont passer directement leur commande sur l'application en précisant la date et l'heure où ils viendront récupérer leurs courses. Donc voilà, ça c'est un service qui va être proposé par une organisation qui fait déjà effectivement du commerce. Le troisième levier va être cette fois-ci plutôt dans l'optimisation et la simplification des process internes à l'entreprise. Donc, on va être plutôt sur du workflow. Alors, on peut prendre par exemple en exemple une société qui est spécialisée dans les interventions après sinistre et qui a équipé tous ses techniciens d'applications mobiles pour les aider à faire leur compte-rendu lorsqu'ils interviennent sur le terrain. Compte-rendu diagnostic, effectivement, de la problématique. Et ils ont une obligation, c'est vraiment de générer en fait un document qui va être ensuite mis aux assurances pour pouvoir lancer effectivement le remboursement et autres. Pour info, en utilisant une application mobile avec des données structurées, avec des prises de photos, des schémas possibles pour pouvoir faire effectivement ce diagnostic, ils ont pu effectivement accélérer la production des comptes rendus. Ça leur a permis, à effectif constant, de pouvoir faire 20% d'interventions supplémentaires. Et surtout, comme le process était plus rapide, notamment sur l'envoi des comptes rendus aux assurances, ils ont pu réduire de 3 semaines leur délai de facturation. Et donc, c'est un point important dans le cadre effectivement de leur trésorerie. Je voulais en profiter justement dans cette période de confinement et bientôt de déconfinement pour vous montrer que les applications mobiles peuvent aussi apporter des plus sur l'organisation de différentes entreprises ou d'organisations. En fait, la problématique sur laquelle en fait, les applications mobiles peuvent apporter un élément, c'est notamment sur la notion de distanciation. Si je reprends par exemple l'exemple de mon commerce de proximité, on a un exemple qui est en fait un commerce, une boucherie, donc qui a décidé effectivement d'avoir une application. Grosso modo, elle l'a commandée, elle l'a eu à peu près en fin d'année 2019. Et donc, elle proposait ce service de click and collect en complément effectivement de son commerce. Ce qui s'est passé au moment du confinement, c'est qu'effectivement, dès le 16 ou le 17 mars, le commerçant a envoyé une notification push à l'ensemble des personnes qui avaient cette application en leur disant, ben voilà, dans le cadre effectivement de la période, je vous propose une livraison gratuite de vos achats par l'application, du moins qu'elle est supérieure à 60 € et que ce soit dans un rayon de 10 km du magasin. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'en définitive, sur le dernier mois, donc en gros de mi-mars à mi-avril, l'augmentation du chiffre d'affaires a été multipliée par 50 par rapport effectivement au mois précédent sur les achats de l'application. Alors, j'ai demandé quand même au boucher, en fait, si effectivement il y avait eu un report des clients du magasin vers l'application mobile. A priori, non, parce qu'il m'a dit que globalement, il a augmenté de 2,5 son chiffre d'affaires grâce effectivement à cette application mobile. En définitive, on s'aperçoit qu'effectivement, le bouche à oreille a permis d'étendre le téléchargement de l'application et donc de pouvoir créer plus d'achats avec sa bouche. Alors, la distanciation, elle peut être aussi à travers du signalement qu'on va pouvoir faire avec l'application mobile, hein, prise de photos, on n'a pas besoin effectivement de se déplacer pour signaler un certain nombre de choses. Ça peut être aussi de la visio ou du live. Alors, on a un autre aussi exemple que je voulais parler dans le cadre de ce confinement, c'est une chose assez particulière quand on a été sollicité. En fait, c'est un prêtre de la région de Rouen, alors qui est plutôt dans les nouvelles technologies et qui, en 2019, nous a, décidé effectivement de créer son application mobile au niveau de la paroisse pour pouvoir apporter donc, du service assez fidèle. Et donc, grâce effectivement à Shaper, qui nous permet effectivement de pouvoir être très réactif sur les modifications de contenu et d'applications, enfin de fonctionnalités, il s'est mis en fait il a complètement digitalisé son organisation, puisque donc, dorénavant, CMS, il est fait en live sur l'application. Et il a même activé une quête où les gens peuvent, à travers leur carte bancaire, pouvoir faire une quête à la fin de la messe, mais même à n'importe quel moment, donc grâce à l'application mobile.
Alors, il y a également un autre aspect qui peut être intéressant dans le cadre effectivement de la période actuelle, c'est d'éviter les contacts et donc de pouvoir, grâce à une application mobile, modifier un certain nombre de process. Et là, je le vois, par exemple, bon, on est souvent livré par des livreurs, des colis qu'on a pu commander. Et jusqu'à présent, soit ils nous faisaient signer un registre, soit ils nous faisaient signer sur leur propre application mobile. Et ça, effectivement, c'est une problématique de contact. Vraisemblablement, on l'aura de moins en moins. Et ce qui est important, c'est par exemple de pouvoir remplacer la signature numérique par effectivement une prise de photo pour avoir cette notion de preuve. Typiquement, lorsqu'on a des outils comme Shaper, on peut modifier ce type de formulaire de preuve effectivement de livraison de façon très, très rapide. Ça peut être aussi le fait de mettre à disposition un QR code pour dématérialiser le papier. Donc, pour éviter, par exemple, si les gens qui vont dans un magasin utilisent un catalogue papier ou typiquement dans un restaurant avec une carte, eh bien, l'idée, c'est de dire simplement avec mon mobile, je flash un QR code qui est mis à disposition à côté et sur mon téléphone, j'ai l'ensemble effectivement du catalogue, de la carte, du menu, ce qui me permet d'éviter de pouvoir propager effectivement un contact sur un support qui va passer de personne en personne. Le problème, c'est que on voit qu'effectivement, il y a tout un tas de bénéfices, de fonctionnalités qu'on peut mettre en œuvre. Le problème, c'est de réaliser une application mobile. Ça nécessite des compétences qui sont de plus en plus rares, hein, des développeurs, notamment en France, c'est compliqué effectivement d'en trouver des bons. Ça nécessite du délai, parce qu'un projet d'application mobile va tout dépendre, je dirais, du périmètre fonctionnel, mais globalement, on est entre 2 et 8 mois de délai, entre le moment où on veut spécifier, réaliser, tester et ensuite mettre à disposition. Et en conséquence aussi des deux premiers, c'est que les budgets peuvent être assez conséquents. Il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, une application mobile, un projet d'application mobile, c'est entre 20 000 et 60 000 euros pour réaliser cette application, sur lequel il va falloir rajouter la notion de maintenance annuelle, plus de l'hébergement pour pouvoir permettre le dialogue de l'ensemble des applications mobiles. Nous, effectivement, le fait que nous avons créé cette solution qui s'appelle donc Shaper, alors qui provient en fait du verbe to shape, qui en anglais veut dire façonner, et de l'app, l'abréviation avec 2P, qui signifie effectivement application mobile. Et l'association des deux nous a permis de créer cette application Shaper pour mettre donc à disposition une solution qui va permettre de créer, mais également de personnaliser ses couleurs, sa charte graphique, et de gérer dans le temps l'ensemble de l'application mobile, de ses fonctionnalités. Et ce, très simplement, sans connaissance en programmation et en quelques clics. C'est-à-dire qu'en termes de délai, on va pouvoir raccourcir les délais de façon très, très importante. Alors, comment ça marche? Sur le principe, en fait, on est sur une solution d'e-cloud, donc SaaS, donc avec un système qui est hébergé dans des data centers en France. On va pouvoir bénéficier d'une console d'administration qui est accessible depuis un navigateur web. Et c'est à partir de cette console d'administration que je vais pouvoir créer, paramétrer mon application mobile et puis surtout de gérer au jour le jour le contenu, les fonctionnalités de mon application. Tant que je serai en phase je dirais de réalisation, de spécification, avant même de publier, je vais pouvoir télécharger une application qui s'appelle le Shaper Viewer, qui est sur iOS, donc iPhone, et qui est également sur Android, et qui va me permettre d'accéder à mon application ou mes applications si j'en ai plusieurs, qui vont me permettre de pouvoir visualiser en réalité, c'est-à-dire comment sera restituée mon application avec ses couleurs, son mode de fonctionnement sur un vrai smartphone, que ce soit iPhone ou Android. Une fois que tout ça aura été préparé, je serai prêt à publier mon application, je vais pouvoir donc générer l'application mobile, plutôt les applications mobiles, parce que chaque application aura effectivement sa propre icône, et je vais pouvoir donc le publier sur les stores comme Google Play ou l'App Store, ou même sur des stores privés pour pouvoir effectivement mettre à disposition de mes utilisateurs l'application que j'aurai créée. Autre possibilité également, c'est que je peux m'interconnecter avec des sources de données pour pouvoir, par exemple, récupérer de l'information qui existe déjà, qui m'évite de la ressaisir. Ça peut être le contenu d'un site web ou d'une base de données, d'un open data ou autre. Mais je peux également m'interfacer
m'interconnecter avec un système d'information d'un client, hein, d'un tiers, qui va me permettre soit de récupérer de l'information que je vais pouvoir mettre à disposition des utilisateurs, soit de pouvoir renvoyer les informations qui pourront être saisies depuis les applications mobiles pour alimenter le système d'information. Alors, en termes de fonctionnalité, on a 6 domaines fonctionnels au niveau de Shaper, qui permettent de gérer le contenu, les mobinotes. Alors, les mobinotes, ce sont en fait les utilisateurs authentifiés, l'envoi de notifications push, les formulaires, ce qu'on appelle les modules métiers et les connecteurs. Alors, pour faire assez vite un peu sur l'ensemble des éléments, c'est que la gestion de contenu va me permettre de mettre à disposition tout type d'informations multimédia, ça peut être du texte, de l'image, de la vidéo, des fichiers PDF, pour pouvoir faire de la documentation, proposer des procédures, des consignes de sécurité, mettre en place des catalogues, des produits, du service, hein, faire des démonstrations à travers des tutoriels, mettre à disposition des news, des actualités, du planning, ou même des actualités, enfin des annuaires géolocalisés sur les établissements, sur des points d'intérêt, ou proposer des parcours divers de découverte. Avec les mobinotes, je vais pouvoir justement proposer effectivement que les utilisateurs vont pouvoir s'identifier, s'inscrire et puis ensuite s'authentifier avec un login password par exemple, pour pouvoir accéder à de l'information qui leur est dédiée ou des fonctionnalités qui leur sont dédiées. Ça peut être par exemple pour les membres, je sais pas, d'une association ou d'une communauté, quelle qu'elle soit. Ça peut être des clients, ça peut être bien entendu des collaborateurs ou des partenaires qu'on va pouvoir même différencier soit à travers leur centre d'intérêt ou leur fonction ou leur catégorie, grâce à la possibilité de définir un profil. C'est-à-dire je peux rajouter un certain nombre de champs. Par exemple, pour un utilisateur, je veux connaître ses centres d'intérêt, je vais pouvoir rajouter l'information centre d'intérêt avec plusieurs possibilités pour qu'il puisse se choisir effectivement parmi ces centres d'intérêt qui il est. Ça va me permettre de lui produire peut-être de l'information ou de lui apporter du service personnalisé. Les notifications push, bon, ça c'est classique, hein, c'est le fait effectivement de pouvoir informer et alerter les informations, même les utilisateurs, même si leur application mobile n'est pas connectée. Donc, ça peut être pour informer de news, de rappeler le rappel d'un agenda. Ça va être aussi de pouvoir suivre les étapes d'une démarche ou d'une commande. Ça va être pour pouvoir alerter ou pour, par exemple, une ville de pouvoir informer de travaux de perturbations qui peuvent être présents. Alors, les formulaires, c'est intéressant parce que c'est typiquement là où on va pouvoir créer des écrans de saisie complètement paramétrables en définissant quel type d'informations je veux pouvoir saisir. Ça peut être bien entendu du texte, des dates, du nombre. Ça peut être de la géolocalisation de l'endroit où je suis. Ça peut être de la prise de photos. Ça peut être la lecture de code barre ou de QR code. Ça peut être de la signature numérisée. Donc, on a tout un tas effectivement de possibilités qui vont me permettre, en fait, pourquoi pas faire de la demande d'information ou avoir un formulaire de réservation, faire du signalement d'anomalies ou de dysfonctionnements, pouvoir l'utiliser pour faire des inventaires, des états des lieux, des constats de problématiques, tout simplement aussi pour un technicien de pouvoir faire un compte rendu d'intervention ou une checklist pour être sûr de ne pas oublier un certain nombre d'éléments. Ça peut permettre aussi de faire des constats d'audit. On peut mettre aussi en place des devis avec des systèmes de calcul, des questionnaires, des boîtes à idées, des suggestions, même des jeux, des quiz, des sondages ou autres, et ce, à n'importe quel moment. Donc on peut par exemple, je ne sais pas, par exemple pour une commune, dans cette période-là, créer tout de suite un questionnaire pour obtenir un peu l'avis ou le sondage en fait des habitants grâce effectivement à ce type de solution. Dans les modules métiers, en fait, on va avoir plutôt des modules plutôt dédiés à une activité particulière. Alors, on peut bien entendu faire de la vente avec une e-boutique, on peut utiliser des cartes de fidélité, des interstitiels ou des bandeaux, soit pour faire de la pub, soit pour faire des tutoriels, les beacons ou la geofencing, dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait de pouvoir générer des QR codes sur certains contenus de l'application, de la messagerie instantanée de type chat, de la réalité augmentée, ou d'avoir aussi un module d'intervention planifiée, notamment lorsqu'on veut gérer des techniciens qui doivent, ou en tout cas des ressources qui doivent intervenir sur diverses activités. Et enfin, le dernier domaine fonctionnel va être plutôt sur ce qu'on appelle les connecteurs, où là, on va pouvoir récupérer de l'information externe sur des protocoles standards, hein, ça peut être de l'open data, du JSON, du RSS, pouvoir aussi récupérer de l'information d'un site web existant à travers des CMS web. On peut également s'interfacer avec des annuaires à travers le protocole OpenID pour faire du SSO, notamment pour des grands comptes.
Mais également, Shaper met à disposition aussi des API pour pouvoir interagir avec les applications. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à travers cette solution, on peut avoir une multitude je dirais, de cibles. Ça peut être des associations, des fédérations, hein, pour renforcer la communication et les interactions avec les membres. Chez Shaper, on a des fédérations professionnelles, notamment dans le bâtiment. On a des syndicats, aussi bien salariés que professionnels, patronaux. On a des associations caritatives, des associations d'entreprises. On a également des collectivités. Donc, c'est typiquement des communes, hein, qui vont pouvoir effectivement mettre à disposition de l'information. Ça peut être aux habitants, aux administrés, mais ça peut être aussi pour les touristes, pour les acteurs socio-économiques, ou même pour les agents municipaux, à travers effectivement des accès réservés à certaines fonctionnalités. Ça peut être effectivement des commerces. Donc, on a vu par exemple le boucher, mais ça peut être aussi des grandes enseignes comme Castorama, qui utilisent aussi une application Shaper sur le site de plan de campagne pour proposer des tutos, des informations, des offres sur leur magasin. Ça peut être des restaurants, comme on l'a vu tout à l'heure, ou même des pharmacies. Pour les entreprises, ben là, en fait, il y a tout un tas de possibilités qu'on peut retrouver pour mettre à disposition de l'information. Alors, très souvent, avec des modules métiers, proposer effectivement des accès à des collaborateurs. Par exemple, L'Oréal l'utilise notamment pour les ressources humaines, hein, lorsqu'ils reçoivent des candidats. On a ST Microélectronique qui l'utilise plutôt pour les activités des collaborateurs. On a Essilor qui l'utilise pour l'ensemble du service après-vente pour tout ce qui est matériel optique lorsqu'ils envoient des techniciens sur place. On a des agences immobilières qui l'utilisent pour faire des états des lieux qui permettent aussi aux résidents d'une copropriété de pouvoir faire du signalement lorsqu'il y a un problème sur les parties communes. Donc, on a vraiment un spectre très, très large de pouvoir d'utilisation au niveau des entreprises. Et puis, dernier point aussi, ce sont tout ce qui est événements, donc les congrès, des salons, qui peuvent aussi utiliser cette application pour préparer l'avant, le pendant et l'après-événement pour proposer un certain nombre de services aux participants, aux exposants ou autres. Alors, les atouts, les points forts, ben, c'est que on va pouvoir très simplement et rapidement mettre à disposition des fonctionnalités qu'on peut changer à tout moment, et notamment lorsque ben, l'actualité le nécessite. On apporte vraiment de l'autonomie aux utilisateurs. Ils n'ont pas besoin forcément de faire appel à une agence mobile pour pouvoir modifier, remplacer, compléter leur application mobile. Donc, on est vraiment dans l'agilité et la flexibilité. Ce que je disais tout à l'heure, hein, vous voyez le boucher, par exemple, qui a eu tout de suite une idée de pouvoir effectivement rapidement proposer un certain nombre de services, ou le prêtre geek là, de Rouen. Et important, et j'y reviendrai juste après, c'est le fait effectivement qu'on va être sur des coûts réduits puisqu'on va être basé sur un modèle cloud, c'est-à-dire en fait de l'abonnement. Alors ce que je vous propose, c'est 3 petites vidéos qui vous montrent un petit peu le mécanisme assez rapidement. Et puis si on a un peu plus de temps, je vous ferai peut-être des démonstrations complémentaires. Et par exemple, pour vous montrer le niveau de paramétrage, donc là vous voyez c'est le back-office. Et donc, je vais pouvoir accéder à un certain nombre de fonctionnalités. Donc là, je vais par exemple dans les paramètres au niveau du général et par exemple supprimer ce logo et remplacer par un nouveau logo parce que je suis en train de réaliser une application qui va m'être personnelle. Et donc, je vais pouvoir visualiser le rendu de mon application qui apparaît ici. Je peux modifier, dire je veux que les utilisateurs puissent s'inscrire ou pas. Donc, je peux vraiment avoir un haut niveau de paramétrage de différents éléments. Je peux même modifier les couleurs pour qu'elles puissent être effectivement qu'elles correspondent en tout cas à ma charte graphique. Et instantanément, je vais pouvoir modifier les couleurs de mon application, par exemple. Sur la gestion du contenu, en fait, là, je vais juste arrêter un peu la vidéo pour vous montrer qu'en définitive, vous avez sur la partie gauche, je dirais toute l'arborescence que vous créez, donc avec des rubriques de premier niveau, mais ensuite des sous-rubriques ou des informations qui vont être typées en fonction si c'est une page, si c'est une vidéo, si c'est un formulaire. Donc, on va pouvoir effectivement créer toute la navigation qu'on peut modifier à tout moment. Et sur la partie droite, plutôt effectivement, l'aspect effectivement que je vais traiter. Donc là, par exemple, j'ai une page avec un petit éditeur de texte.
je peux, par exemple, là, je suis sur une rubrique Shaper c'est quoi, dans laquelle j'ai défini des sous-éléments que je vais retrouver ici dans ma liste de mon application mobile, avec la possibilité aussi d'avoir un petit moteur de recherche pour trouver plus facilement les informations. Là, je vais vous montrer, par exemple, je vais sur l'écran du vieux port de Marseille et je vais rajouter un accès au port de Brest que j'ai un peu plus loin. Donc, je vais mettre un lien qui va me permettre d'accéder à cette page directement. Et en même temps, je vais mettre une petite photo que je vais donc utiliser en récupérant une image sur mon ordinateur. Je vais transférer sur le serveur, je redimensionne, éventuellement je le mets au centre. J'enregistre et effectivement, j'ai bien le rendu avec le port. Si je clique dessus, je vais directement sur l'écran du port de Brest. Autre possibilité, notamment dans le cadre de la géolocalisation, je peux créer par exemple ici une rubrique qui va regrouper par exemple un certain nombre de châteaux de la Loire. Et je peux venir modifier par exemple sur le château de Chenonceau les coordonnées, donc soit à travers une adresse, soit à travers une position GPS que je vais pouvoir modifier vraiment au mètre près, on va dire. Et donc, une fois que je vais enregistrer, je vais pouvoir effectivement proposer sous forme de liste les châteaux de la Loire qui vont en même temps, en fonction de l'endroit où je suis, me donner une distance en kilomètres. Mais je peux aussi, en passant sur le mode carte, visualiser le rendu à travers une cartographie et si je clique dessus, aller voir directement le contenu de l'application. Alors, je peux avoir aussi plusieurs modes de représentation. Par exemple, ici, j'ai une rubrique, on va dire, gastronomique qui me permet effectivement de voir quatre éléments. Alors, je peux la visualiser sous forme de bannière ici, que vous avez, c'est le rendu que vous avez sur la partie droite. Je peux décider de choisir plutôt une représentation en mode grille ou une représentation en mode ce qu'on appelle carte view, c'est-à-dire de l'image et du début du texte, ou tout simplement une liste classique de ces éléments-là. Donc, vous voyez que vous pouvez en même temps que de pouvoir personnaliser graphiquement, vous pouvez aussi choisir des modèles de présentation de l'information. Vous pouvez même aller très loin, puisque vous pouvez même designer des pages, ce qu'on appelle en fait des écrans ou des vues graphiques, grâce à un éditeur de pages, en fait, d'écran, qui est assez simple, mais qui est assez puissant. Hop, je vais le lancer, voilà. Voilà, et vous allez pouvoir définir des zones. Là, typiquement, je choisis en fait une zone pour pouvoir venir mettre une image, donc sur l'écran que je suis en train de faire. Je vais cliquer pour aller récupérer une image que je vais positionner par exemple en drag and drop. Donc là, c'est une image d'une bouillabaisse. Ce que je vais faire, je vais rajouter un lien pour dire que quand je vais cliquer dessus, j'irai sur la page de la bouillabaisse. Voilà. Les titres, je peux modifier la police, la couleur, un peu l'orientation. Je peux créer un autre objet ici qui est en fait un genre de carrousel qui va me permettre d'afficher le contenu d'une rubrique. Donc là, je vais sélectionner la rubrique de ma gastronomie et je vais pouvoir donc de ce fait faire défiler un certain nombre de plats. Et effectivement, lorsque j'ai le rendu, je vois qu'effectivement, en cliquant sur cette image, je vais directement sur la page que j'ai précisée. De la même façon, j'ai mon petit carrousel en dessous qui me permet, par exemple, si je clique sur un des éléments qui passent, d'aller directement sur la page. Dernier petit point que je vais vous montrer, c'est la gestion des formulaires, ce que je vous disais tout à l'heure, la capacité de pouvoir créer des écrans de saisie. Donc là, on va prendre un exemple, je vais créer un formulaire qui va me permettre de faire du contrôle de produit, pour voir si le produit est correct ou s'il est hors service pour pouvoir effectivement faire ce contrôle. Alors là, je vais inventer effectivement un nouveau formulaire. Donc, je vais définir son nom. Alors, il y a plein de paramétrages, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je peux aller même jusqu'au nom du bouton de validation. Ensuite, je vais définir les destinataires, c'est-à-dire à chaque fois qu'un contrôle va être effectué par une personne, à qui il va être envoyé, soit directement par mail en définissant l'objet, soit en précisant des conditions pour pouvoir envoyer à telle ou telle personne. Et puis là, je vais définir justement mes champs de saisie que je vais attendre. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais demander de scanner le code barre du produit, ce qui me permettra d'avoir son identification. Donc là, je choisis le mode scan de code. Ensuite, je rajoute un deuxième champ là qui va me permettre de définir l'état du produit à travers une liste déroulante à choix unique en précisant 3 valeurs. Soit le produit est considéré comme neuf, il est usagé,
ou il est complètement hors service. Je vais rajouter un troisième champ qui va être là une prise de photo du produit. Mais je veux que cette prise de photo n'ait lieu que si le produit est hors service. Donc je vais définir une condition d'affichage de ce champ en précisant que si l'état du produit est parmi les réponses hors service, et bien à ce moment-là, j'afficherai ce champ de prise de photo. Sinon, je ne l'afficherai pas. Je vais ensuite rajouter le fait de localiser le produit à travers des coordonnées postales. Donc là, j'ai un champ de type adresse qui fait déjà tout le boulot. Donc je rajoute cette notion d'adresse. Et pour valider le contrôle, je vais demander en fait au contrôleur de signer numériquement le contrôle qu'il vient de réaliser à travers donc un champ de type signature numérique. J'active le champ et j'enregistre. Et vous voyez qu'à partir de là, j'ai mon formulaire qui vous prévoit le scan de code barre, l'état du produit, une adresse. La signature, vous voyez, je n'ai pas la photo parce que pour l'instant, l'état de produit n'est pas défini. Donc là, l'utilisateur va cliquer sur ce petit bouton qui va passer en mode caméra. Donc là, j'ai pris un stabilo pour faire cet exemple. Donc là, je vais effectivement scanner le code barre qui revient directement automatiquement. Ensuite, je vais préciser l'état de mon produit. Je vais dire qu'il est en état hors service. Et donc là, vous voyez que maintenant, j'ai un champ supplémentaire qui est apparu, qui est effectivement la prise de photo que je vais faire ici. Je clique dessus et donc là, je choisis l'angle de vue, je valide, la photo est dans mon formulaire. Je vais rajouter, hop, alors j'ai cliqué au mauvais endroit. Voilà. Je vais ensuite cliquer, alors soit je renseigne mon adresse, soit effectivement je clique ici pour qu'il me géolocalise. Et dernier point, je fais ma signature en tant que contrôleur. Je valide et donc automatiquement je renvoie l'état du formulaire qui ensuite va me permettre, lorsque je suis sur le back-office, je peux le recevoir par mail, mais de pouvoir aller visualiser ce qui a été fait, donc ce qui a été renseigné, la prise de photo et même le positionnement sur la carte à travers l'adresse que j'ai positionnée. Voilà, j'ai encore 2 minutes et je serai effectivement à votre disposition pour répondre à des questions. Alors bien sûr, tout ça a un coût. Donc la tarification, en fait, on est en mode cloud. En fait, elle est décomposée en 2 aspects. Vous avez des frais d'initialisation qui prévoient effectivement des frais liés à la formation, à l'accompagnement, au conseil par rapport au produit. Et puis tout le process de publication sur les stores et notamment la création des comptes auprès d'Apple et de Google qui peuvent être assez fastidieux. Donc on vous accompagne dans cette phase-là. Et ensuite, on est sur un abonnement qui est lié essentiellement aux fonctionnalités que vous mettez en place, pour certaines avec une notion de volumétrie. En fait, vous avez des packs prédéfinis, ils sont au nombre de 5, sur lesquels vous pouvez en plus rajouter un certain nombre d'options. Alors pour info, en fait, sur le premier pack, on part de 750 € de frais d'initialisation avec un abonnement à partir de 50 € en fonction ensuite des options que je vais pouvoir mettre. Et je peux avoir des packs beaucoup plus importants où je peux aller sur des abonnements mensuels de 400, 450 € en fonction des fonctionnalités que j'active. En général, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur un prix moyen autour de 150 ou 200 € par mois sur les abonnements. Alors, on n'a pas d'engagement de durée, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Par contre, vous pouvez choisir quand même un engagement de durée, soit trimestriel, soit annuel, ce qui vous permet de réduire effectivement les abonnements en fonction de ce choix. Alors, comme on en avait discuté avec Medinsoft, dans le cadre effectivement de ce webinaire et puis de cette période-là, nous avons décidé en fait de vous faire une offre et donc de vous proposer 25% de réduction sur les frais d'initialisation, donc ce qu'on appelle formation, accompagnement, conseil et publication, pendant la période de confinement. 2 autres mots aussi parmi nos offres. En fait, nous avons mis en place un programme de partenariat, c'est-à-dire en fait pour les sociétés qui seraient intéressées de pouvoir commercialiser auprès de leurs propres clients, donc, ou de proposer en tout cas des applications mobiles à travers Shaper, c'est de devenir effectivement partenaire à travers ce programme Shaper Studio, qui s'adresse donc notamment aux agences de communication, de pub, de e-marketing, des web agencies aussi qui n'ont pas forcément des compétences en développement d'applications mobiles, des ESN, des indépendants, et donc de pouvoir rajouter leurs propres prestations de design, de conseil, d'intégration à travers effectivement les systèmes d'information tiers
c'est effectivement ce qui est tout à fait faisable à travers ce programme de partenariat, donc Shaper Studio. Et puis, on a une offre également dédiée, cette fois-ci plutôt pour les PME et grands comptes, qui souhaitent avoir en fait de pouvoir créer plusieurs applications mobiles au sein de leur organisation. Par exemple, une application mobile pour les RH, une application mobile pour les techniciens, une application mobile pour le service après-vente. En fait, il peut y avoir une multitude de besoins. Et donc là, en fait, il faut voir Shaper comme en fait un outil de développement mis à disposition de l'entreprise, qui est souvent validé par la DSI en termes de sécurité, d'interopérabilité. Et avec une gestion d'habilitation très fine, on peut ensuite créer des applications à chaque unité métier qui deviennent complètement autonomes et qui très souvent va diminuer le fait d'emboliser la DSI par des demandes diverses et variées. Voilà, j'espère que j'ai été complet, j'ai été compréhensible. Et peut-être qu'on va passer à la période à la session des questions-réponses. Alors Bono, il y avait des questions sur le côté. Je te les donne. Allez. Alors attends. Peut-on mixer Shaper et du développement sur mesure en rajoutant un module spécifiquement développé à une appli par Shaper? On peut effectivement, dans certains cas, ce qu'on appelle nous du développement complémentaire, c'est-à-dire effectivement de pouvoir développer des modules beaucoup plus spécifiques qui vont répondre à une problématique d'un client, effectivement, et qu'on va rattacher à du Shaper. Mais ça, je dirais, c'est au cas par cas, ça nécessite une analyse, une étude au préalable, enfin, en tout cas d'une analyse fonctionnelle pour savoir si c'est faisable ou pas. Mais on l'a fait effectivement pour un certain nombre de clients. Okay. Peut-on faire le design de tous les écrans? Peut-on et après derrière, peut-on tester avec un compte de démo? Alors, on peut designer à travers ce qu'on a vu des vues graphiques, tout à fait, mais ensuite, on a des écrans qui sont prédéfinis, qui sont prêts à l'emploi, qui permettent de visualiser un certain nombre d'informations. Donc, il y a des choses qu'on peut faire effectivement en termes qui sont assez poussées, mais après, on va utiliser des templates existants pour accéder de l'information. Là, il n'y a pas de souci. Et la deuxième partie de la question, c'était quoi déjà? Si des gens veulent avoir un compte de démo, est-ce que c'est possible en te contactant? Bien entendu. Alors, vous avez toutes les coordonnées là à l'écran. Vous avez même le site shaper.com dans lequel vous avez un formulaire Créer mon app. Vous pouvez le remplir et on vous recontactera rapidement, un de nos consultants, pour discuter de votre projet, puis surtout de vous mettre à disposition un compte de démo pour pouvoir faire votre application, la tester avec le Shaper Viewer pendant une période. Alors, il y avait Sophie qui posait à 9h03 une question sur le business model. Tu as répondu sur le fait qu'il y ait un coût au démarrage de la mise en place et un coût mensuel. Okay. Il y avait une question de Rama. Comment se fait la prospection des mobinotes en fait, si l'appli est plus axée sur la fidélisation et l'engagement? Là, tout dépend en fait de l'usage de votre application. Donc là, on va dire qu'on est plutôt sur des applications grand public. Donc en fait, on va utiliser les mécanismes classiques de la communication. Donc ça peut être un site web, une landing page, ça peut être de la communication sur les réseaux sociaux, ça peut être de la pub, ça peut être des flyers qui sont faits au sein même du magasin, des locaux, à travers des QR codes qui vont permettre de télécharger l'appli. Donc là, on est typiquement dans de la prestation complémentaire, c'est ce qu'on propose notamment pour les agences de com, c'est de compléter cet aspect application mobile dans l'environnement de communication usuel que l'on connaît tous. Ok. Il y avait Jean-Yves qui posait une question. La différence de temps passé sur une appli versus des sites web n'est-elle pas simplement liée au fait que lorsqu'on a téléchargé une appli, on est par principe intéressé par le sujet? Oui, sur le principe, oui. C'est bien pour ça que je faisais la différenciation tout à l'heure, en disant que quand on fait de la recherche, on est plutôt sur du site web. Mais lorsqu'effectivement on adhère, c'est-à-dire on devient client ou on adhère effectivement à l'organisation, on va télécharger l'application. Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on va avoir une relation beaucoup plus, on va dire, intime entre l'organisation et son client. Donc, oui, j'adhère effectivement à cette vision. Et c'est pour ça qu'un site web est complémentaire à une application mobile. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est de bien définir effectivement ce que doit faire l'un et ce que doit faire l'autre en synergie, parce qu'il peut y avoir des informations qui sont reprises. Mais effectivement, dans la stratégie, je dirais, de business, c'est d'allier effectivement ces deux supports.
plus éventuellement d'autres, qui peuvent être des réseaux sociaux ou autres. Alors, il y a Emma qui pose la question. Pour les applis créées avec Shaper, est-ce que vous avez constaté un engouement pour la réalité augmentée ou bien était-ce un effet de mode waouh? Il y a forcément cet effet de mode, mais en fait, ça peut être intéressant, notamment dans ce qu'on appelle les parcours découvertes, que mettent à disposition notamment les collectivités, ou ça peut être effectivement des associations qui créent des parcours, dans lequel, en fait, nous, la réalité augmentée qu'on propose à travers Shaper, c'est de la réalité augmentée géolocalisée. Donc, je peux prendre par exemple un petit exemple, si j'en ai pour 2 minutes. Hop. Alors là, j'ai mon application. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Là, si vous voulez, j'ai ça, c'est mon smartphone. Hein, donc, je lance le Shaper Viewer, ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors, vous voyez le Shaper Viewer, là, j'ai tout un tas d'applications qui me permettent d'accéder à des applications, soit de test, ou d'applications de clients. Là, je lance l'application de démo qui est systématiquement à disposition dans le Shaper Viewer. Donc là, elle charge l'ensemble de l'application. Donc voilà, ça c'est mon Shaper Viewer. Donc là, typiquement, j'ai une vue graphique qu'on a designée, dans laquelle vous voyez, il peut y avoir de la vidéo. Et par exemple, si je vais dans la partie affichage, tout à l'heure, je vous ai montré les châteaux de la Loire, hein, d'accord, qui sont donc positionnés ici. J'ai le mode panorama. Donc panorama, je choisis ma caméra. Donc voilà, donc là, je suis dans mon bureau. Et effectivement, alors je ne suis pas juste à côté, mais vous voyez que là, je peux localiser où se situe le château de Sully, le château de Blois, etc. Et si je clique par exemple sur ce château-là, je peux aller directement sur le château Villandry. Donc là, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que je suis à 500 km, mais si vous faites un parcours découverte de randonnée ou autre, ça peut être intéressant effectivement de proposer ce type de solution pour agrémenter, je dirais, et faciliter la compréhension et l'information de là où je suis, quoi. Voilà. Mais clairement, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé effectivement tous les jours. Ouais, super intéressant. Alors, il y a Caroline qui demande est-ce que tu peux rappeler les tarifs one shot et récurrents? Alors, le problème, c'est qu'en fait, vous avez 5 packs, je ne peux pas rentrer dans le détail. Oui, Si oui, vous êtes intéressé, le mieux, c'est effectivement qu'on en discute. Mais en gros, vous avez des frais d'initialisation. Sur le premier pack, on démarre à 750 € de frais d'initialisation et comment on appelle ça, un abonnement qui démarre à 60 € de mémoire. Voilà. Si en plus vous vous engagez sur un an, vous arrivez plutôt à du 50 €. Et puis, on a d'autres abonnements qui vont, voilà, donc on a ça c'est le pack Opal, on a un pack Topaz qui part à 990 € de frais d'initialisation et 100 € d'abonnement, le Ruby à 1490 et 150 €, et puis au fur et à mesure on augmente. Mais ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il faut décrire le contenu des packs, mais ça dépend des fonctionnalités qu'on active, sachant qu'on peut en plus rajouter certaines options qui sont présentes dans certains packs, mais pas dans d'autres. Donc, c'est un peu comme vous allez dans un concessionnaire de voitures, vous avez des modèles qui sont prédéfinis avec un certain nombre d'options intégrées, dans lesquelles vous pouvez en plus rajouter des options qui ne sont pas dans ce modèle-là. Donc après, l'idée, c'est qu'en fonction de votre projet, vous pouvez choisir les fonctionnalités, démarrer peut-être même avec un périmètre relativement réduit. Et puis, en fonction du succès de votre application ou des nouvelles fonctionnalités que vous voulez mettre, changer éventuellement de pack ou rajouter des options ou inversement en enlever s'il y a des choses qui ne sont plus utiles. Ok. Il y a Déborah qui pose la question la gratuité de l'application freine-t-elle sa diffusion sur les stores? Donc, pour les utilisateurs finaux, j'imagine. Oui, oui. Non, je ne pense pas que ce soit un problème de gratuité, c'est surtout un problème de service, ce que vous allez proposer. Si ce que vous proposez est gratuit mais qui a quand même du sens, votre application sera forcément utilisée. Rien ne vous empêche de proposer des services gratuits, donc une application gratuite, mais qui va aider en fait à rajouter de la valeur dans votre métier global et qui, quelque part, va vous permettre de ramener effectivement du business sur votre cœur de métier, sans passer par du digital. Donc, il y a Emma qui demande pour les liens des slides, bah ça sera envoyé, hein, on pourra rediffuser le webinar de ce matin. Ouais, mettre à disposition le support aussi. Voilà, il y aura à dispo. Est-ce que quelqu'un veut
poser une question, on peut allumer… Ah oui, il y a une question de Laurent aussi, ouais, sur les web apps. Alors, c'est encore une question de geek, ça. Qu'est-ce qu'il nous posait comme question sur les web apps? Y a-t-il une option web app ou est-ce une appli only? Alors, c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas précisé. Shaper génère des applications natives, d'accord? Donc, on est vraiment sur des applications natives, c'est-à-dire qui utilisent toute la puissance de chaque OS, que ce soit iPhone et Android. Donc, on n'est pas sur du développement hybride. Pour l'instant, on a des petites versions web app, mais on est en train de travailler sur une refonte plus complète qui va permettre effectivement de rajouter la possibilité de proposer aussi du web app, même en différenciant le contenu de ce qu'il y a entre la web app et l'application. Donc, on est en train de travailler dessus. Donc, c'est incessamment sous peu, on va dire. Ok. S'il y a des gens qui veulent poser une question avec leur micro, n'hésitez pas. On est sur la fin de la présentation et des questions. Ce sera peut-être plus interactif. Je sais pas, personne ne veut poser de questions. Alex, je te laisse prendre. Je vais reprendre la main. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous. Merci Bruno pour cette super présentation très claire et d'une solution très complète qu'on utilise chez Medinsoft. On en est à la 3e version d'application Shaper pour différentes utilisations. 4e avec le point rose que donc vous avez vu, 4e avec le point rose, puisque Bruno est aussi un entrepreneur au grand cœur et a aidé l'association partenaire de Medinsoft, le Point Rose, pour le Noël du digital. Donc encore merci pour votre attention. Le programme de la semaine, donc nous arrivons sur l'avant-dernière semaine, puisque nous préparons 3 autres webinars pour la dernière semaine avant la reprise officielle, donc semaine prochaine. Cette semaine, nous nous retrouverons mercredi avec Laurent qui est en ligne autour du référencement de votre site web, optimiser votre référencement avec des exemples pratiques pour être plus visible sur les moteurs de recherche. Jeudi, nous aurons une conférence, un webinaire un peu débat sur le phygital, donc la relation entre le commerce physique et le commerce digital, que ce soit un site web ou une application mobile ou autre. Et donc, comment optimiser ça avec les nouveaux outils de la relation client, la signature en ligne, la prise de commande, la gestion des files d'attente, et tout cela avec des solutions développées à Aix et à Marseille. Donc, on fait travailler l'écosystème. Et puis, nous préparons aussi le livre blanc du déconfinement, sortie prévue semaine prochaine, où vous retrouverez plein de conseils pratiques, plein d'idées, plein d'évolutions pour mieux vivre votre déconfinement sur 7 points et 7 thématiques aussi larges que la transfo digitale des commerces, le management, la mesure des gestes barrières, le financement, etc. etc. Donc, restez connectés. Si vous n'êtes pas intégré à la newsletter de Medinsoft, vous n'hésitez pas à vous y inscrire, medinsoft.com, et vous aurez toutes les infos sur ce livre blanc qui sera bien évidemment gratuit. Et pour conclure, je laisse la parole à André, notre président. Oui, bonjour à tous. Merci Bruno Doussan pour cette intervention très pragmatique. Je pense que effectivement cette période de confinement, on l'a vu au travers des exemples que tu nous as présentés, la proximité, l'application mobile facilite énormément le développement du business et il est important pour chacun de bien réfléchir à son modèle économique et aux services apportés au travers de ces applications. À partir du moment où il y a une offre de contenu, une offre de services et un réseau qui se met en place de proximité, tous les ingrédients sont là pour qu'une application mobile trouve sa justification et son développement et son aspect aussi viral d'émancipation dans un environnement de proximité.
Nous l'avons testé chez Made in Soft à l'occasion de l'organisation des grands openings chaque année et sur le Noël du digital. Et effectivement, ça permet de préparer en amont, d'organiser les rendez-vous, mais également lors de l'événement, de faciliter la prise de contact entre les exposants et les visiteurs, puisque tout le monde économique est en relation au travers de cette application mobile. Donc, merci pour tes investissements, merci pour tout le travail réalisé et je suis persuadé qu'avec la qualité technique des offres que tu proposes, tu vas passer cette période de confinement avec de belles perspectives pour l'avenir et une reprise économique la plus rapide pour tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Et si vous voulez voir Stéphane Soto, il est en live sur la page sur la chaîne de M-Provence et de Made in Soft sur la page Facebook. Voilà. Qui vous dit qui vous donne sa vision du confinement et du déconfinement. Très intéressant. Donc, n'hésitez pas à regarder. Bonne journée à tous. Bonne journée. Et à mercredi pour ceux qui sont inscrits. Bonne journée, au revoir.